Tu veux t'informer en toute simplicité? Avec l'appli Info de Radio-Canada. C'est dans le domaine du possible. Et avec les balados de Radio-Canada Audio. Doit-on en faire plus pour sécuriser la frontière canado-américaine? C'est simple, c'est l'info qu'il te faut. Vendredi 28 février, vous écoutez À la Une. Bonjour, ici Naïla Bendali en remplacement de Mathieu Bellumeur qui est parti pour des vacances bien méritées. Peut-être que c'est votre cas aussi. Vous êtes en préparation pour la semaine de relâche, vous allez prendre l'avion bientôt, une dernière journée au travail ou peut-être que pas du tout. Dans tous les cas, on est là pour vous accompagner, toujours si bien entouré avec Véronique Méran à la météo, Olivier Pellerin au sport et Vincent Maisonneuve aux actualités. Je commence par vous, Vincent, parce que, Doug Ford voulait un mort d'affaires des Ontariens. Il l'aura eu. Oui, exactement. Élection surprise qui... Comme résultat, le portrait électoral en Ontario est pratiquement inchangé. Forte majorité conservatrice, 80 députés élus ou en avance. Vous savez que la dernière fois qu'un parti a obtenu 3 majorités de suite en Ontario, ça remonte aux années 50. Donc, Doug Ford a quand même réussi un certain tour de force. Le Parti libéral qui a réussi à reprendre son titre de parti officiellement reconnu. Les libéraux qui ont remporté ou sont en avance dans 14 circonscriptions ontariennes. Le minimum, c'est 12 pour avoir le statut de parti officiel. Mais la chef libérale, Bonnie Crombie, elle, n'a pas réussi à se faire élire comme députée. Les libéraux qui ont aussi été victimes de la concentration de leurs appuis, ils ont obtenu avec 30% des voix 2 fois plus de votes que le NPD, mais 2 fois moins de sièges que les néo-démocrates, avec un taux de participation qui soulève des questions. À peine 45% des électeurs ontariens qui se sont présentés aux urnes. C'est en plein hiver, faut le dire, mais quand même, c'est un taux de participation qui est quand même très faible. Oui, quand même, c'est important de le souligner. Et vous revenez tout à l'heure sur la démission d'Éric Kerr. Oui, tout à fait. On va vous en parler avec des réactions autant du côté du premier ministre que des partis de l'opposition. Merci beaucoup, Vincent. Maintenant, au sport, avec Olivier, le Canadien s'est sauvé avec la victoire hier en prolongation grâce à Cole Caulfield. Oui, grâce à Cole Caulfield qui a marqué le but de la victoire en prolongation, une victoire de 4-3 du Canadien face aux Sharks de San Jose, dans un match qui a été enlevant, excitant pour les partisans. Plusieurs buts marqués, entre autres 2 par Nick Suzuki, le capitaine du Canadien de Montréal, qui est allé avec ses 17e et 18e de la saison. Un match enlevant parce qu'on s'est partagé vraiment la production en attaque. Là, on s'est partagé les buts. C'est demeuré très serré jusqu'à la fin de la rencontre. Samuel Montembeault a été bon devant le filet en fin de match pour permettre aux Canadiens, et même en prolongation, de pouvoir espérer une victoire. Le Canadien qui était sur une séquence de 2 victoires. Donc, on sait que les points sont importants dans cette course aux séries éliminatoires pour l'équipe. Et hier, malgré le fait que les Sharks étaient une équipe bien moins bien classée que le Canadien de Montréal, ça aura tout pris au CH pour aller trouver le fond du filet. Le but de Caulfield en prolongation, si vous avez vu les images, ce sera probablement le but de l'année chez le Canadien. Peut-être pas dans la Ligue nationale de hockey, mais en tout cas, ça fera partie des très beaux buts qui auront été marqués. Caulfield qui a ramené la rondelle entre ses patins pour aller battre les gardiens des Sharks et ainsi filer avec la victoire. Donc, un travail collectif qui a été très bon et qui a été peut-être inégal par moment. Je vous invite à écouter Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef du Canadien. Tu sais, notre première période, là, ma première période, il était excellent. Mais notre mauvais, il était trop mauvais. Il était bien mauvais. Tu sais, c'était ici puis là. Je trouve qu'on a forcé des choses. Notre risque était trop élevé. Et pourquoi forcer les explications? C'est simple. On a été très mauvais, on a été très bon aussi. Ça mérite d'être clair. Oui, exactement. Et sinon, celui qui est ressorti dans le match d'hier, c'est Josh Anderson. On sait qu'il est éclopé, qu'il est blessé depuis un moment. Il s'est blessé mardi, il est entré violemment en contact avec la rampe. Il était de retour dans le match d'hier, encore une fois, en passant un peu de temps sur la patinoire après avoir donné contre la rampe. Ça a été vraiment une menace aussi sur la patinoire, malgré les blessures, avec sa vitesse, sa robustesse et ses coéquipiers l'ont vu sur la patinoire. Ouais, impressionnant honnêtement. À chaque match, il se présente, il travaille fort. Puis ouais, comme tu dis, il est magané, mais il manque pas un match. Honnêtement, c'est ça que tu veux dans la chambre. Tu veux des coéquipiers qui vont en guerre à chaque match. Même s'ils ne sont pas à 100%, ils trouvent une façon d'aider l'équipe. Puis Andy, c'est ça qu'il fait à chaque soir.
Et donc, la guerre reprendra samedi, donc demain, à Buffalo, contre les Sabres. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Maintenant, à la météo, Véronique, encore de la neige. Encore de la neige à venir. Bon, évidemment, en moindre quantité. Là. On ne s'attend pas à être enseveli cette fois-ci. On y a goûté la dernière fois. Oui, je pense qu'on a encore un arrière-goût même qui est là. Donc, oui, on aura de la neige. Là, pour l'instant, la transition est en train de se faire. On s'en va vers des températures un petit peu plus froides aujourd'hui. On perd des degrés tranquillement. On devrait stabiliser le mercure autour de -5, -7 comme maximum. Venteux de l'ouest, tendance au dégagement aussi. Les flocons ce matin, c'est l'Estrie et Québec. Sinon, ailleurs, on verra le soleil dans la journée. Par contre, le système arrive ce soir, donc d'où ces bulletins spéciaux en vigueur. La neige forte, ce sera surtout pour les régions les plus au sud au cours de la soirée, de la nuit et tôt demain matin. Samedi midi, ça va déjà diminuer en intensité et ça va même devenir mêlé d'un petit peu de pluie dans les secteurs de l'Estrie. Là. Bon, pas énormément, mais des températures qui grimperont entre 1 degré à Montréal, début d'après-midi, 3 en Estrie. On va rester sous 0 pour les Laurentides, la Nodière, la région de Québec demain. Mais il y aura fluctuation des températures. Là. On va avoir une petite pointe en début d'après-midi. Après ça, les vents vont changer de direction en après-midi, puis ça va redescendre. Donc, autour de -5. Ça joue au yo-yo, là. Journée, là. Oui. Il va neiger, les vents vont changer de direction, ça va être venteux. Et sachez que ça commence ce soir, 21h, 22h. Ça se poursuit jusqu'à samedi midi, surtout. Par la suite, ce sera plus calme. Il fera beau et froid dimanche. La nuit de samedi à dimanche, là, c'est du -18, -20. Ah, quand même. Donc, quand même. Premier week-end de mars à saveur un peu plus hivernale. Et pour la relâche, vous aurez de tout. On commence ça dans la neige, dans le froid. On aura un petit peu de soleil en début de semaine. Par la suite, on a un redout qui se dessine en milieu de semaine. Donc, c'est sûr que les nuages garderont une place assez importante. Du côté de l'Abitibi, aujourd'hui, ça se réennuagera. Les flocons commenceront à tomber cet après-midi. Maximum, c'est -14 vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Là aussi, des flocons ce matin. Ensuite, il y aura des éclaircies. C'est venteux partout. Les températures sont à la baisse. Le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, c'est du -14 cet après-midi. On restera en régime positif en Gaspésie. La Côte-Nord, le mercure est à la baisse aussi. Et la neige, c'est environ 10-15 cm pour l'Est du Québec aussi, essentiellement durant la journée de samedi. Beau et froid pour dimanche pour l'Est québécois aussi. En territoire ontarien, sur la portion nord, 10-15 cm aussi. Toronto, 5 à 10. Ça se passe surtout au cours de la soirée de la nuit prochaine. Windsor, on aura un mélange pluie-neige. À Ottawa, c'est une dizaine de centimètres. Ça commencera ce soir. D'ici là, on verra le soleil. Et dans l'ouest, c'est les conditions printanières qui se poursuivent en Alberta. 6 à 11 degrés sous le soleil, 16 à Vancouver, ça va se dégager. Mercure à la baisse pour le sud du Manitoba et de la Saskatchewan. On aura un petit peu de neige là-dedans, mais le temps doux reviendra pour la fin de semaine. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. La pression était devenue trop forte. Éric Kerr a démissionné de ses fonctions de ministre de la cybersécurité et du numérique dans la foulée, bien sûr, de ce fiasco de SACLIC. La transition numérique de la Société d'assurance automobile du Québec a coûté $1,5 milliard de plus que ce qui était prévu. Vincent, Éric Kerr démissionne, mais il continue de dire qu'il n'était pas au courant des problèmes et des dépassements de coûts de la plateforme. Voilà. Dans une déclaration écrite, Éric Kerr explique en être arrivé à la conclusion que le fiasco de SACLIC est devenu une distraction pour son gouvernement et son premier ministre, donc il démissionne, sans admettre qu'il était au courant ou qu'il était responsable. C'est toutefois François Legault qui a annoncé la démission de son ministre hier après-midi. On écoute le premier ministre. Et ce que moi je pense, c'est que c'est vrai que dans le contexte actuel, ça devenait une distraction. Il n'y a rien à se reprocher, donc? Je dis pas ça. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, elle affirme que Éric Kerr n'est pas la bonne cible dans cette affaire. On écoute. Une commission parlementaire a été flouée par la SAC. Leur propre conseil d'administration a été floué par ce que la VGQ appelle la direction de programme. Et nous, on a été floués aussi. Est-ce que vous pensez Il est là, le scandale. Il est là, le scandale. Et savez-vous qui je ne vois pas, moi, dans vos tribunes respectives, expliquer tout ça? Les gens de la SAC.
Bon, la démission du ministre Éric Kerr ne met pas fin au dossier pour l'opposition qui, elle, continue de réclamer une enquête publique. Oui, parce que la vérificatrice générale du Québec a analysé les livres. Elle a constaté le fiasco financier, mais l'opposition croit qu'il faut poursuivre cette enquête-là pour savoir exactement ce qui s'est passé, qui a pris les décisions, qui est responsable dans toute cette affaire-là. Voici dans l'ordre le libéral Monsef Déragi, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Gazal, suivi de Pascal Paradis du Parti québécois. S'il continue à s'entêter de cacher la vérité aux Québécois et de ne pas demander des comptes à ses ministres, il est complice. C'est lui qui est à la tête du gouvernement, c'est lui qui est à la tête, qui est le premier ministre de tous les Québécois et toutes les Québécoises. Il faut que lui arrête de faire diversion. Il faut aller au bout de l'affaire, il faut faire la lumière. Quelle est la responsabilité des autres ministres? Quelle est la responsabilité du ministre des Transports de l'époque, François Bonnardel, de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, de la présidente du Conseil du Trésor? Alors, le premier ministre François Legault l'admet lui-même là, devant l'ampleur de ce fiasco. Il dit qu'il faut aller au fond des choses dans ce dossier. Ouais, déjà, sa ministre des Transports a demandé la tenue d'une enquête. L'Autorité des marchés financiers pourrait aussi se pencher sur le dossier et l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, étudie la chose. Mais François Legault dit qu'il, lui aussi, veut plus de réponses. On a vu le rapport de la vérificatrice générale. Elle était claire. Lui et d'autres ont poursu les bonnes informations. Maintenant, bon, il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être aller plus loin. On est ouvert. Moi, je vais aller au fond des choses. J'ai absolument rien à cacher. Éric Kerr qui quitte son poste de ministre, mais qui veut demeurer député de la Pelletrie. Alors, donnons le mot de la fin, Naïla, aux citoyens de la circonscription de la région de Québec. Il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas fait, donc c'est correct qu'il démissionne. Là. Je suis très confiant à mon député. J'ai toujours été de son côté. Éric, t'as manqué ta chance, t'as pas été assez honnête envers la population de Pelletrie. Je vous rappelle que ce fiasco de SAC-Clic a coûté $1,5 milliard de plus que prévu aux contribuables québécois. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup, c'est Vincent. sûr. Au revoir. Alors, à la revue de presse, c'est Mario de Ciccio aujourd'hui. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on parle tout d'abord, bien sûr, des élections ontariennes. Doug Ford qui a gagné son pari. Ouais, un pari, qu'il avait fait en lançant ses élections précipitées là, après près de 2 ans avant la date en 2026. Donc voilà, Doug Ford qui devient le premier ministre ontarien à gagner 3 élections majoritaires successives, et ça depuis les années 50. Il remporte 80 sièges. C'est un de plus qu'avant la dissolution. C'est quand même moins qu'aux dernières élections. Aux dernières élections, il y en avait eu 83. Mais il obtient quand même là, ce mandat fort qu'il voulait avoir, un mandat fort qu'il dit vouloir avoir pour être en mesure de combattre les menaces tarifaires et Donald Trump. Il a beaucoup insisté dans son discours hier soir sur le fait que lui, il sera là plus longtemps que Donald Trump. De son côté, les néo-démocrates de Merit Stiles ont réussi à garder le statut d'opposition officielle, même s'ils ont perdu un siège avec 27. Et ce sont les libéraux qui ont réussi, eux, quand même une victoire pour eux. Ils avaient 8 sièges avant, aux dernières élections. Ils avaient perdu en 2022 le statut officiel de parti, mais voilà maintenant qu'ils en ont 14. Ils auront le statut officiel de parti. Un petit hic, par exemple, Bonnie Crombie, la chef, n'a pas été réélue dans son propre comté. Donc, voilà, c'est quelque chose qui fait bien sûr réagir tous les médias ontariens ce matin. Maintenant, vous nous parlez d'une enquête dans le Globe and Mail qui nous en apprend plus sur les données sur le fentanyl qui sont utilisées par les États-Unis pour justifier ces fameux tarifs. Oui, parce qu'après une pause de 30 jours, le président Donald Trump a dit hier qu'il comptait encore imposer ces fameux tarifs douaniers de 25 % à partir du 4 mars pour le Canada, pour le Mexique aussi, en affirmant que les deux pays n'en font pas assez pour stopper l'entrée du fentanyl aux États-Unis. Hier, le ministre de la Sécurité publique, David McGuinty, le commissaire, ou du moins le tsar du fentanyl, Kevin Boudreau, était à Washington pour montrer aux Américains que non, on en fait assez. Mais pendant ce temps, Globe and Mail a fait une enquête
aux États-Unis, là, analysé les données officielles des douanes américaines, la méthodologie des autorités américaines. Ils ont croisé les chiffres de saisie avec des dossiers judiciaires et des entretiens avec plusieurs membres des forces de l'ordre américaines. Et puis le Globe, en fait, en vient à dire que la majorité des drogues qu'on attribue provenant de la frontière du Nord proviennent en fait du Mexique. On en vient à dire que Trump s'appuie sur des données exagérées ou inexactes dans le but justement de justifier ses sanctions commerciales. Bien sûr, on en avait parlé de tout ça, à quel point les États-Unis utilisent des données exagérées, mais ce long article d'enquête nous en apprend quand même plus sur comment les Américains voient les choses, à lire dans le Globe and Mail ce matin. Oui, un dossier très fouillé. Et puis, en terminant, on apprend que les Québécois sont insatisfaits des services publics offerts en province. Ça, c'est selon un sondage dans la presse. Oui, un sondage somme la presse. En fond, il y a une insatisfaction générale. Le sondage révèle que les Québécois sont très insatisfaits des services publics dans la province, incluant des domaines comme les garderies, la santé, l'éducation, les logements sociaux obtiennent la pire note. On parle de 4 sur 10 quand on disait de 1 à 10, comment voyez-vous ça? Les causes de l'insatisfaction, c'est la perception négative qui peut être influencée par des expériences personnelles, la couverture médiatique, les défaillances des services publics. Bref, dans tout ça, ils en viennent à dire, le sondage démontre aussi que les Québécois ne font pas nécessairement confiance à la CAQ. Seulement 10% des répondants ont confiance pour que la CAQ soit capable de redresser les finances publiques. C'est un sondage qui a été fait auprès de 1061 personnes entre le 21 et le 25 février avec une marge d'erreur de 3,7%. Je vous ai pas trop parlé des statistiques, mais c'est à lire dans la presse plus ce matin. Merci beaucoup, Mario. Merci. Julie Jasmine est avec nous pour nous suggérer des activités à faire pendant la semaine de relâche. Bonjour, Julie Jasmine. Bonjour, Naïla. Alors, tout d'abord, dans le Vieux-Port de Montréal, l'expérience immersive Monde disparu remplace l'horizon de Kéops. Je ne sais pas si vous avez vu l'horizon de Kéops, mais au Québec, nous sommes 250 000 personnes à la voir. Oui, puis elle a été prolongée. On est allé de prolongation en prolongation parce qu'il y a eu un très grand engouement. Donc, même endroit, même principe, c'est-à-dire vous, une grande pièce vide, un casque de réalité virtuelle, mais bien sûr une histoire qui est différente. Alors, on va faire un voyage dans le temps pendant 45 minutes. Au départ, on est dans le futur, en 2223, dans une espèce de grande conférence sur l'évolution des êtres vivants. On parle des végétaux, des animaux, et par un concours de circonstances, on est en compagnie d'un biologiste et de son petit robot qui s'appelle Darwin, et on recule dans le temps. Oxygène 0%, taux de CO2 95%. Où sommes-nous? Sur Terre. Tu en es sûr? Affirmatif. Sur Terre, à l'Archéen, à moins 3,5 milliards d'années. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Personne n'a jamais vu une chose pareille. Darwin, tu peux nous ramener chez nous, s'il te plaît? Négatif. Même si je réussissais à voyager. Donc, vous entendez un peu la texture. C'est évidemment les deux qui se parlent, le robot et la biologiste. Et donc, on a parlé de 3,5 milliards d'années plus tôt. Et au fil des expériences, on va faire des bonds dans le temps pour aller visiter 9 périodes d'évolution de vie. On commence avec les toutes premières formes de vie, les fameuses cyanobactéries. Ensuite, on va se ramasser à dos de bestioles rampantes géantes. Vous allez embarquer là-dessus ou à tout le moins avoir l'impression de le faire avec la réalité virtuelle. Période jurassique et bien au-delà, là, on est avec d'impressionnants dinosaures, les fameux T-Rex. On va se retrouver aussi parmi les premiers primates et finalement, à nos jours, là, on est en Afrique avec des girafes et des éléphants. L'effet est toujours aussi bluffant. Vous allez descendre dans de l'eau douce pour aller dans les fonds marins. On se dit, mon Dieu, est-ce qu'on va manquer d'air à un moment donné ou à un autre? Marcher au bord d'une falaise qui donne quand même un certain vertige ou vous penchez au-dessus d'un nid d'œufs de dinos, de vrais petits dinosaures qui vont éclore sous vos yeux. Alors, et le contenu est très complet, très vérifié, bien sûr, parce qu'il y a une rectitude scientifique derrière ça. C'est le Muséum national d'histoire naturelle de France qui est dans le coup. Donc, vous allez voir en fiche apparaître justement le détail de l'espèce et tout ça. Donc, il y a ça. Ça, c'est pour le contenu, bien sûr, et le contenant. C'est bien fait. C'est sensationnel. C'est fluide aussi. Je parlais du T-Rex tantôt. À un moment donné, il s'approche de nous parce que c'est... On le sent, là. Il vient nous respirer dans le cou. Et ça, je vous le dis, là, c'est vraiment stupéfiant. Donc, on est vraiment dans cet univers-là.
Et est-ce que c'est le même public cible que pour l'exposition de Kéops? C'est super intéressant parce que Kéops, moi, je l'ai vu, je pense que je l'ai dit à tout le monde, allez-y. J'avais aussi en tête que c'était pour les curieux, évidemment, d'histoire, de voyage, alors que là, j'ai l'impression qu'on s'adresse à un public un peu plus jeune. Et c'est ce que j'ai pu constater parce que je suis allée pendant la période d'ouverture, là, c'était la semaine passée. Donc, des jeunes, des familles, des grands-parents aussi, parce que je pense que si vous avez des fans de dinosaures à la maison, là, vous allez frapper dans le mille avec cette expérience-là. J'en profite pour vous dire que c'est 8 ans et plus, évidemment, parce qu'on ne connaît pas les effets de la réalité virtuelle sur les plus petits cerveaux, alors on prend pas de chance. Puis c'est tout juste à côté du Centre des sciences, donc c'est pas au Centre des sciences, c'est vraiment une production présentée par Centre Phi. Et je vous dirais que la qualité, bien sûr, est la même que Kéops, mais Kéops reste quand même très difficile à déclasser. Alors, c'est présenté jusqu'au 13 octobre, bien sûr. Puis, encore une fois, on peut entrevoir ou prévoir une possible prolongation. Oh, très bien. Donc, une expérience immersive pour les fans de dinosaures, c'est noté. Maintenant, sur scène, le spectacle de danse de l'émission de télé Révolution. Oui, exact. Les étoiles. L'ultime tournée. Alors, si vous avez écouté la plus récente saison de TVA, la 6e, ce spectacle-là est vraiment pour vous. Et ça commence de cette façon. Et ce qui est beau, c'est qu'ils sont tous sur scène, ils arrivent et tout ça dans les plus hauts cris, évidemment, parfois très aigus, vous vous en doutez bien. Et ça donne envie de danser. Totalement, parce que, bon, évidemment, les pièces musicales choisies sont très porteuses. Puis là, vous allez voir Gabriel, Jordan et Santiago, Bad aussi, la troupe, les Sœurs Bégin et surtout les grands gagnants de la plus récente saison, Sam et Sean. On les aime, ils sont sympathiques, ils ont une belle histoire d'amitié ensemble et de persévérance. Parce que dans les deux cas, évidemment, la saison des étoiles, c'était des danseurs qui avaient déjà participé. Et donc là, ils ont remporté, il y a quelque chose de très, très touchant là-dedans. Il y a quelques numéros originaux, mais je dirais que la plupart des numéros, ce sont en fait ceux qui ont été présentés à la télé, mais qui ont été adaptés à la scène. Avec un fil conducteur, on se sert d'extraits de l'émission, justement, pour venir faire les bons, les ponts et expliquer un peu si jamais vous n'avez pas suivi la saison. Puis il y a une espèce d'écran géant incliné aussi pour qu'on puisse voir ce qui se passe au sol. Parce que vous savez, dans l'émission, il y a la fameuse caméra qui fige. Là, on a le moment Révolution, donc évidemment, on n'a pas ça. Puis ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'il y a un duel de danse improvisé, un peu à la manière d'une bataille de rue, qui est vraiment dans la culture de la danse. Alors ça, c'est chouette, ça ajoute beaucoup de comique. Mais il y a aussi des moments touchants, parce que je vais vous faire entendre cette chanson, et moi, je ne l'entends plus d'ailleurs de la même façon. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait. Très belle chanson. Zao de Sagazan, magnifique. Mais c'est Yoé et Yelda qui ont présenté un numéro qui s'appelle L'Escalier et pour parler justement de suicide d'un ami. Alors, il y a quelque chose, ça a été présenté en demi-finale, c'était très bouleversant et moi, je l'ai vu en vrai sur la scène et encore une fois, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors, je vous dis, si vous avez des petits b-boys en herbe à la maison ou encore des gens plus âgés, amoureux de danse, allez-y. Vous allez vraiment vous amuser, bien sûr. C'est présenté jusqu'au 9 mars à l'Espace Saint-Denis. Ensuite, à Saguenay, on arrive là à la mi-mars. Puis là, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke et même Edmundston au Nouveau-Brunswick. Bon, une tournée un peu partout dans l'Est du pays. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Voilà, c'était votre édition du vendredi d'À la Une. On se laisse sur cette musique. Bonne journée.